de 1987, l'auteur montre que le rapport d'aspect R sur L du nuage s'exprime en fonction du rapport des raideurs axiale et radiale, donc dans cette relation. Et cette relation a été vérifiée expérimentalement dans cette autre référence. Donc, pour ça, nous définissons le nombre d'ions de deux façons, à savoir la méthode géométrique, à savoir utilisant le R et L ajustés par notre technique, et le nombre d'ions calculé en supposant le alpha, le rapport d'aspect issu de cette relation, juste. Nous définissons alors l'écart relatif entre les deux techniques. Donc pour la comparaison, nous le faisons de deux façons. Première méthode, lorsque l'amplitude de radiofréquence est constante, comparer le nombre d'ions ici revient à comparer le volume parce que avec RF constant, la densité aussi est constante. Deuxième cas, si l'amplitude RF n'est plus constante, une dispersion peut être observée liée à la densité du nuage. Et donc je vous présente ici première analyse à VRF constant. Nous remarquons que cette dispersion est maximale à plus ou moins 1%. Lorsque l'amplitude RF n'est plus constante, on obtient une dispersion maximale de plus ou moins 5%. Comme vous pouvez montrer cette figure. Conclusion. Donc cette analyse nous a permis de quantifier le volume du nuage dans le piège P1 avec une incertitude de plus ou moins 1,5%. 1% dans le piège P2 et 5% sur un nombre d'ions absolu. Donc cette technique d'analyse permet non seulement d'analyser des petites ellipses d'ions, mais aussi de grandes ellipses dont la taille dépasse la taille de la surface à partir du détecteur. Donc cette technique d'analyse va nous permettre dans la suite de quantifier l'efficacité du transport. Donc sur cette diapositive, nous passons à l'objectif principal de cette thèse qui est le transport des nuages à travers différentes zones de piégeage. Pour cela, nous commençons par le transport entre le piège P1 et le piège P2. Donc, sur cette figure, nous représentons la distribution de potentiel le long de l'axe lorsque 1000 volts est appliqué sur chaque électrode, numéroté de 1 à 3. Et d'après la condition d'équilibre au fond du puits de potentiel, donnée par cette relation, on peut exprimer le potentiel central V2 en fonction du potentiel V1 et V3, donné par cette relation. Et pendant le transport, nous choisissons de garder le potentiel V1 et V3 constants, et donc le transport est réalisé par variation du potentiel central V2. Donc, à ce niveau, l'objectif principal est de pouvoir trouver une fonction de transport Z min de T qui va permettre de transporter les ions du piège P1 au piège P2 avec une meilleure efficacité et peu de chauffage. Donc, nous avons fait une étude préliminaire en nous basant sur le transport des ions uniques dans les micro-pièges où nous avons pu identifier cette fonction tangente hyperbolique comme étant la meilleure fonction de transport entre les deux zones de piégeage avec DG, la durée de transport. Donc, sur cette figure, nous représentons l'évolution des minima de potentiel dans chaque zone de piégeage où, en bleu, vous avez l'évolution en P1, en rouge, vous avez l'évolution en piège P2. Et donc, notre objectif pendant le transport, notre souhait est que les ions puissent suivre l'évolution de ce minimum de potentiel en P1, puis continuer avec la couleur rouge pour finir au centre du piège P2. Et je vous présente ici les déformations du potentiel généré pour permettre ce transport. Avant de vous présenter les résultats du transport, je vais vous présenter le protocole utilisé pour le transport. Donc l'exemple ici est choisi pour le transport aller et retour, P1 vers P2, puis retour vers P1. Vous avez ici l'évolution libre de la fluorescence par le photomultiplicateur détecté dans le piège P1. Donc, premièrement, un nuage est détecté dans le piège P1, refroidi en phase liquide pour la mesure du nombre d'ions N1. Ensuite, on évaporise le nuage, puis on applique la séquence transport, qui correspond à cette chute abrupte de signal. Puis, une fois les ions transportés, il faut un temps de thermalisation dans le piège P2. Donc, cela correspond à cet temps d'attente. Et pendant ce temps de thermalisation dans le piège P2, les ions qui restent dans le piège de départ sont éjectés du piège. Et ensuite, on applique la séquence retour. Donc, cela correspond à cette montée abrupte du signal. Et ensuite, nous observons une montée progressive du signal, donc ce qui correspond au temps de thermalisation dans le piège P1. Et enfin,
le nuage est à nouveau refroidi en phase liquide pour la mesure du nombre d'ions N2. Et nous quantifions l'efficacité du transport comme étant le rapport N2 sur N1. Donc, comme au cours de cette analyse, nous avons remarqué que pour certains paramètres, il existe quand même des ions qui restent dans le piège initial après le transport. Nous avons décidé de présenter d'abord le taux de départ d'ions du piège P1 avant de présenter le taux d'arrivée dans le piège P2. Donc ici, je vous présente le taux de départ du piège P1 en fonction de la durée du transport. Vous observez un comportement oscillant. Donc on remarque l'alternance entre les 100% des ions qui partent du piège P1 et les ions qui ne partent pas du piège P1 en fonction de la durée du transport. Et pour comprendre cela, nous avons fait une simulation de dynamique moléculaire. Ceci permet, n'est-ce pas, de calculer la trajectoire des ions pendant le transport entre les deux pièges. Et nous avons représenté ici quelques trajectoires pour différentes durées de transport. Nous remarquons de façon générale que les ions sont en avance sur le minimum de potentiel et effectuent des va-et-vient entre les deux pièges et finissent soit dans le piège P1, soit dans le piège P2 avant la fin du transport. Et de plus, ce comportement n'est pas symétrique. En effet, nous reprenons ici le taux de départ des ions du piège P1 et là nous représentons le taux de départ des ions dans l'autre sens du piège P2. Et nous remarquons que les deux courbes ne sont pas superposables. Et cette asymétrie peut être due à l'existence du potentiel de contact dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sera analysé un peu plus loin dans cet exposé. Mais néanmoins, nous avons observé une singularité à 100 microsecondes comme durée de transport, où les ions partent du piège P1 et aussi du piège P2. Et donc nous profitons de cette durée de transport pour étudier l'efficacité du transport en aller et retour, que je vous présente le résultat ici sur cette figure, où vous avez le taux d'ions transportés aller et retour entre les deux pièges avec une durée de 100 microsecondes. Nous remarquons que pour un nombre d'ions inférieur à 2000, ce taux de transport croît jusqu'à 100% et en moyenne 80% transporté pour un nuage d'ions compris entre 5000 et 100 000. Donc pour vérifier vraiment la symétrie entre les deux sens de transport, nous avons effectué un transport en aller simple, c'est-à-dire détecter les ions dans le piège P1, le transporter dans le piège 2 et dans le piège P2 et déplacer l'objectif pour le détecter en piège P2. Et je vous présente ici, donc, en moyenne, nous avons eu 90% de transport dans chaque sens, ce qui est très bien en accord avec les résultats de 80% en aller-retour observés pour ces mesures. Et maintenant, comme il est question ici d'étudier l'influence de la durée sur le taux de transport, et compte tenu de la symétrie observée dans les deux sens, nous avons décidé de faire aussi un transport asymétrique. C'est-à-dire, la stratégie, c'est quoi? Effectuer un transport P1 vers P2 pour différentes durées de transport, mais à chaque fois, procéder à un retour avec une durée de transport de 100 microsecondes, dont on connaît le taux. Et je vous présente ici donc le résultat. Donc vous avez, la courbe bleue représente le taux d'ions transporté, l'efficacité du transport P1, P2 en fonction de la durée du transport. Et la courbe rouge représente le taux d'ions qui reste dans le piège P1 après le transport. Et nous remarquons que les deux courbes sont assez complémentaires. Ceux qui ne partent pas, ceux qui partent arrivent au piège P2, mais néanmoins, nous remarquons qu'il existe des durées de transport, en l'occurrence ici, où tous les ions partent du piège P1, mais n'arrivent pas en piège P2. Ceci correspond alors aux pertes pendant le transport que nous avons représenté ici en fonction de la durée du transport. Donc nous remarquons que le taux de perte en fonction de la durée de transport oscille en fonction. Bon, comment expliquer ces pertes alors? Pour l'expliquer, nous avons donc étudié la fluorescence des ions après le transport, donc ce qui est la durée de thermalisation. Donc, nous avons représenté ici cette fluorescence après le transport P1, P2 pour deux durées de transport. Donc nous remarquons que pour la courbe bleue, à 1020 microsecondes, les ions mettent plus de temps pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Alors que pour la courbe rouge, les ions atteignent très vite l'état thermodynamique. L'équilibre thermodynamique, voilà. Donc, pour rendre compte de ce phénomène, nous avons représenté
la durée de thermalisation en fonction de la durée de transport. Et nous remarquons un comportement aussi oscillant qui épouse à peu près la forme des taux de perte observés en fonction de la durée de transport. Et donc, nous pensons que pendant lorsque le temps de refroidissement le temps de thermalisation est très important, alors les ions sont beaucoup plus chauffés pendant le transport. Donc nous allons à présent étudier cette asymétrie observée pendant le transport. Donc, souvenez-vous en début de cet exposé, je vous ai dit que pendant la création, il existait des dépôts d'atomes sur les barreaux qui génèrent un potentiel de contact, donc un potentiel statique. Pour le mesurer, nous procédons par observation directe, c'est-à-dire observer le déplacement du nuage en fonction de l'amplitude radiofréquence appliquée. Nous avons fait une mesure en 2013 où nous avons eu ce potentiel statique à 39,7 mV. En 2014, nous avons refait la même mesure, nous avons eu 42,5 mV. Donc, en gros, ceci montre qu'il y a une évolution de ce potentiel au fil des expériences. Donc, voilà. Et nous allons donc à présent étudier leur influence sur le transport. Donc, sur cette figure, nous présentons le taux de transport en aller simple P1 vers P2 en fonction du nombre d'ions initial. Donc, les points rouges sont les points que je vous ai déjà présentés, donc, qui faisaient 90% dans un sens, donc sont les mesures faites en 2013. Puis les courbes bleues sont les mesures faites récemment, en 2015, où nous avons 100%, on est passé de 90% à 100% grâce à l'évolution de ce potentiel statique. Donc, nous remarquons ici que l'existence de ce potentiel statique est avantageuse pour nos mesures. Pourquoi? Parce que grâce à ce potentiel statique, il y a un décalage entre les fonds des deux puits de potentiel, ce qui favorise le transport dans un seul sens. Et qui pourrait être d'ailleurs très intéressant pour le transport vers le piège orthopolaire, dont nous allons parler ici. La particularité ici, c'est que pour transporter les ions du piège P2 vers le piège orthopolaire, les ions doivent traverser une zone où le champ électrique est discontinu, donc à savoir le champ quadrupolaire et le champ orthopolaire. De plus, sur cette figure, nous remarquons que, en même tension appliquée sur les électrodes DC, le potentiel axial du quadrupole, de l'orthopole, est beaucoup plus écranté par rapport au potentiel axial du piège quadrupolaire. Et si nous appliquons le protocole de transport que nous avons décrit pour le transport entre le piège P1 et le piège P2, nous remarquons que nous devons disposer des tensions supérieures à 10 000 volts pour effectuer le transport, pour reproduire le potentiel calculé. Or, notre dispositif expérimental est fait pour délivrer au maximum 2000 volts. Donc, il existe une conséquence directe, et c'est quoi? C'est que l'évolution des minima de potentiel sera discontinue. Sur cette figure, je vous présente l'évolution des minima de potentiel en fonction du temps pendant le transport. En rouge, vous avez